Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut Valentin. Salut Ryan, salut tout le monde. Comment ça va? Avec Valentin, ça va très bien. Ça va très Très bien. très bien. Ça va très bien. Parce qu'aujourd'hui, on parle du deuxième épisode des Linebackers. Et donc, forcément, on est là, enthousiaste, frais comme des cardons. Oui. Surtout que là, forcément, on rentre dans les tiers un petit peu plus sombres des linebackers. Et qui dit tiers sombre dit des bons linebackers bien blancs, bien Wisconsin. C'est tout ce On, qu'on aime. on a aussi des bons linebackers bien riz là, bien maffés là, qui nous viennent d'Appalachian State. On va vous en parler là aujourd'hui. Et donc on rentre direct dans le vif du sujet. On vous en a parlé des bons linebackers de Wisconsin. Et bah c'est parti. Premier linebacker du tier 4, Valentin va se faire une joie de vous présenter Jack Sanborn, linebacker à Wisconsin. Vas-y Valentin, je t'en prie. Ouais, moi j'aime bien Jack. Je pense que notre ami Gunkunst, le GM de Green Bay, là dans son petit viseur et qui va aller nous chercher autour d'eux, comme à son habitude. Alors, nos petits Jack, 6'2", 239 livres, 77 plaquages, donc 40 solos cette saison, 5 sacs, un fumble recouvert. Alors, déjà, moi, ce que je lui trouve comme grosse qualité, c'est qu'il a une très bonne lecture des jeux à la course. Il se défait très bien des blocs, c'est un très bon plaqueur avec un bon radius, donc il a des longs bras, donc ça aide beaucoup aux défenseurs pour plaquer. C'est un gros hitter, même s'il a un peu tendance à plaquer un petit peu trop haut, et donc parfois rater ses plaquages, mais ça, on va dire que la base est là, donc faudra juste lui faire comprendre, quoi, en gros. Il peut bien courir en zone aussi, mais il se montre efficace uniquement sur certains tracés verticaux de type curl, donc verticaux courts, hein, je ne parle pas de tracé deep. Il n'a pas assez de fluidité dans les hanches et de mobilité pour suivre un tight end, par exemple, sur des tracés extérieurs ou intérieurs. Bah, ses points faibles, bah, qui dit linebacker bien blanc, bien Wisconsin, bah, on a un petit manque de mobilité et de vitesse. Par contre, ce qui est assez surprenant pour un gars de Wisconsin, c'est qu'il manque un petit peu de puissance. C'est un petit peu dommage parce que quand on le voit, enfin surtout quand on imagine son utilisation en NFL, ce sera un linebacker à placer uniquement sur des situations de blitz ou en first down, second down, donc early down. Je pense qu'il peut quand même trouver sa place dans une défense prenant souvent les blitz ou les heavy blitz, je crois comme ils appellent ça. Donc voilà, je pense que pardon, ça vaut un quatrième tour, mais c'est plus en fonction de ce qui se trouve dans nos tiers 4, 5, 6. Faut pas voir en Jackson Bourne un futur titulaire indiscutable, machin. Voilà, je pense qu'il jouera Mike et qu'il fera bien son boulot, mais pas plus. Et je pense qu'il pourra peut-être apporter aussi en special team, ce qui est toujours assez intéressant pour un linebacker. Donc voilà, tier 4, mais franchement, faut pas non plus se précipiter sur lui, quoi. Ok, on voit bien le genre. Et d'ailleurs, puisqu'on voit bien le genre, on va rester dans le Wisconsin avec un joueur qui est vu assez haut chez nos voisins outre-Atlantique, puisqu'on va parler cette fois-ci de Léo Chenal. Léo Chenal qui est le compère un petit peu de Jack Sanborn sur cette escouade de linebacker de Wisconsin. Et Léo Chenal qui compense la puissance que Sanborn n'a pas, puisque pareil, on est sur un bon gros linebacker bien blanc, bien Wisconsin. Léo Chenal, c'est 6'2", 261 pounds, il a 21 ans. Cette année, il est à 96 plaquages, il est à 8 sacs et 2 forcés de fumble. Et déjà, premier truc qu'on peut dire avec Léo Chenal, c'est qu'il est impressionnant sur le run stop. Il a un gros gabarit, ça lui permet d'être vachement impactant quand il avance dans son gap de responsabilité. Euh, à côté de ça, il a aussi fait un très beau Pro Day, je crois. Il n'était pas au Combine, il me semble, au Chenal, mais il a fait un bon Pro Day avec Wisconsin où il a rassuré certains scouts quant à sa vitesse et à son athlétisme. Euh, Pourquoi, pourquoi ris-tu? Non, mais parce que au final, on en parlait en tant que 4, 5e tour. Allez, 3, 4e tour, je vais pas faire mon Marseillais, mais il est passé 2e tour et dans certains boards très brossons du NFL FR,
il est passé deuxième linebacker de cette draft. Enfin, faut peut-être pas déconner, encore une fois, Faut... on en revient au problème du combine. C'est le souci. Mais C'est malheureusement le voilà, souci. finis ton Mais, magnifique scouting, on en reparlera après. mais ouais, y a aucun souci là-dessus. En tout cas, c'est vrai que grâce à ce Pro Day qui est quand même très solide, il a réussi à vachement rassurer, je pense, pas mal de scouts et ça a, je pense, fait grimper un petit peu sa cote. Il est très solide quand il attaque un lead blocker, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup parce que le lead blocker, ça soit O-line, tight end ou fullback, il est pas rare de le voir dégager le bloqueur avant de descendre au plaquage et quand je vous dis qu'il le dégage, il y va pas avec le dos de la cuillère comme on dit. Il a une belle palette de moves en pass rush. On a vu du rip, du swim, on a vu aussi du bull rush. Je crois même l'avoir vu faire un push-pull à un moment sur un des matchs que j'ai eu l'occasion de voir. Donc il a vraiment une belle palette de moves en pass rush. À côté de ça, c'est un bon plaqueur. Il rate peu de plaquage et le peu de plaquage qu'il rate, il le rate généralement parce qu'il veut tellement y aller pour exploser le mec que bah, il se foire un petit peu. Et je lui ai aussi noté un bon football IQ. Maintenant, voilà, Léo Chenal, ce qui nous faisait peur et ce qui continue de nous faire peur, bah, malheureusement, c'est son habilité à couvrir. En couverture, c'est pas fou. La plupart du temps, quand il est en zone, il a tendance à être flat-footed. Donc, il est les pieds vraiment à plat. Il n'est pas en train de diguer. Ses jambes, elles sont pas actives. C'est vraiment, il va dans sa zone, il se pose et il attend. Du coup, ça a tendance en fait à le rendre un petit peu lent quand il faut suivre un receveur, bah parce que forcément les receveurs ou même des running, ils arrivent dans sa zone en étant lancés alors que lui il est arrêté. Ce sera quelque chose qu'il aura besoin de travailler. Toujours sur son jeu en couverture de zone, il a tendance à se faire emmener par le premier joueur qui entre dans sa zone. C'est-à-dire que bah, par exemple si vous avez un concept avec deux joueurs qui vont aller dans sa zone mais vous en faites passer d'abord un en premier, bah, il va croquer complètement, il va descendre full speed en fait sur le premier joueur, ce qui fait que bah, le deuxième joueur qui arrive après sera complètement libre dans sa zone. Pareil, c'est quelque chose qui peut rapidement devenir assez dangereux en NFL quand on connaît les athlètes et leur capacité à aller chercher du yard after catch. Et le souci, c'est aussi qu'il n'est pas assez agile en fait pour ensuite se retourner. C'est vraiment un tronc, genre c'est vraiment un tronc d'arbre le Chenal. Un espèce de cube, il a vraiment du mal. Ses hanches elles sont pas fluides, donc il a vraiment du mal ensuite à récupérer le deuxième joueur. Ensuite, pour ce qui est de son pas de lecture, son premier pas, il est inexistant. Il lit énormément sur la O-line, il attend que la O-line lui donne les infos. Alors en soi, c'est un bon point pour son IQ en général parce que ça veut dire qu'il peut le faire et c'est pas donné à tout le monde. Mais maintenant, il faudra faire attention parce qu'en NFL, il y a des O-line qui sont très explosifs et en fait, ce petit pas de lecture vers l'avant, bah, sur certains jeux de course, face à des O-line explosifs, faut faire attention parce que ce précieux yard, ça peut devenir très dangereux en fait. Ça peut vite se transformer en un gros gain à la course pour l'équipe adverse. Ensuite, bah, forcément, vu que le joueur est puissant, il compte un petit peu trop sur sa puissance en situation de pass rush. Pareil, ça peut parfois lui jouer des tours. Quand il est un petit peu en déséquilibre, il a tendance à se faire battre à cause de ça. Donc avec Léo Chenal, moi je mise plutôt sur un profil de Sam, voire Mike, plutôt Mike, mais il a vraiment ce profil à l'ancienne, très costaud, très fort contre le jeu au sol, mais un petit peu trop faible contre la passe. Donc déjà, moi je l'élimine de toute considération pour jouer Will Linebacker. Mais ouais, en Sam et en Mike, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec Léo Chenal. Ouais, bah, c'est encore une fois un linebacker qui aurait une très belle carrière il y a 15 ans, quoi. C'est absolument plus ce qu'on cherche en NFL. Par contre, voilà, ça ne veut pas dire qu'il va pas avoir une carrière correcte. Mais encore une fois, dans la draft, on est souvent à un problème de value par rapport au tour où tu prends ton joueur. Donc, si tu prends Léo Chenal tour 2, ah, tu vas avoir flou quoi, dans 3 ans, 4 ans. Tu vas dire bah, pourquoi on a pris tour 2. Alors, si tu prends tour 4, 5, bah, le rapport qualité-prix sera largement meilleur. Donc, je pense que ce mec-là pourra vraiment t'apporter sur early down. Et encore, moi, je suis peut-être pas aussi gentil sur le jeu au sol que Ryan, mais après, je lui fais confiance parce que bon, déjà, il joue cette position et il s'y connaît bien mieux que moi. Mais sinon, ouais, voilà, faut vraiment pas aller chercher plus haut parce que sinon, tu seras déçu. C'est maintenant, on a Moi je vraiment pense, ouais. besoin de ces mecs capables de couvrir en NFL et pas uniquement servir contre le jeu au sol, quoi.
C'est ça, c'est ça. Et comme tu l'as dit, pour moi, je vois vraiment son Pro Day et les chiffres qu'il a montrés sur certains drills font que, effectivement, ça me rassure parce que je me dis que si techniquement il tombe sur un coaching staff qui lui apprend à défendre sur jeu de zone et à couvrir un petit peu mieux, bah tu peux quand même, ça sera pas déconnant, tu vois. Donc vraiment, tour 4. Ouais, mais tu sais, la flexibilité, la fluidité des hanches, l'explosivité sur petit périmètre, c'est des choses qui s'apprennent pas de ouf, tu vois. Genre la flexibilité du haut du tronc, ça s'apprend pas. Ça s'apprend pas, mais en C'est. fait, t'as toujours moyen de tricher sur la façon dont tu descends dans ta zone. Si, comme je te le dis, tu as vu, Léo Chenal, il est très flat-footed dans sa zone. Si déjà il apprend Hmm. à continuer à dig et à rester en mouvement, en fait, il sera jamais élite en prise de zone. Mais en fait, tu peux faire en sorte de prendre son point faible et d'en faire un point moins faible, tu vois, de le rendre moyen. Ça sera Ouais. déjà un sacré step. Et en fait, c'est pour ça que moi, je le vois vraiment. Tour 4, pour moi, c'est le move parfait. T'es en recherche d'un linebacker un peu physique dans ton escouade, machin. Vas-y, tour 4, tu peux y aller. Tour 3, je serais déjà tu sais, tu reach un petit peu. Après, ça pourrait peut-être s'entendre selon les needs. Tour 5, ça commence déjà à devenir sacrément plus sexy. Et alors là, si tu vas le chercher encore plus bas, c'est ce qui m'étonnerait. Je pense que tu peux en être vraiment très content après quelques années, tu vois. Mais ça s'entend, hein, tous les points faibles que tu énonces, je les entends et on en a déjà parlé, tu vois, de Léo Chenal. Ouais. Bah voilà, en tout cas pour Léo Chenal et Jackson Bourne, donc la paire de linebackers de Wisconsin. On continue d'avancer dans ce tier 4. Et Val, tu vas nous parler de Troy Anderson de Montana State, un linebacker de 23 ans, 6'3", 240 pounds. Et je te laisse nous parler de lui. Ouais, une petite fiche de stats de 11 plaquages, 7 solos, un fumble recouvert, deux inters, une passe défendue, enfin, deux inters, un TD et une passe défendue. Alors en fait, c'est un profil assez particulier parce qu'il a été recruté en tant que running back. Il a joué running back freshman et un petit peu linebacker, mais il a joué QB en tant que sophomore, puis après linebacker. Donc c'est un mec, genre si vous allez voir un peu ses tapes, en tant que QB, c'était vraiment un dual fit, mais vraiment très très impressionnant, hein. C'est vraiment quelqu'un qui court vite. Tu sens qu'athlétiquement, le gars, c'était vraiment un spécimen. Et je vais vous faire une petite comparaison que vous allez bien aimer à la fin. Donc, bah, alors déjà, je pense que c'est un très bon athlète. Il a tout le package athlétique, très complet. Dans le run-stop, dans la boxe, c'est un peu compliqué pour lui de s'exprimer à cause d'un manque de puissance et un manque de technique pour se défaire des blocs. Par contre, c'est un très bon plaqueur avec une technique excellente. Je trouve qu'il a beaucoup d'instinct dans la couverture de zone. Il a des hanches fluides. Il a beaucoup de mobilité et d'explosivité sur des petits périmètres. Il a aussi, il traque très bien la balle. Il est très à l'aise contre les running backs et les tight ends. Il est capable de couvrir en man aussi, donc ce qui est vraiment assez rare. Et après tout ça, c'est sur très très peu de tape, hein. Il y a vraiment pas beaucoup. Mais sur ce que j'ai vu, ça a toujours été très bien fait. Donc, quand on parle de ça, bah, il a seulement 2 ans d'expérience en... au niveau FCS. Et en plus de ça, alors, je ne sais même pas si on peut vraiment parler d'expérience quand tu as si peu de matchs. Parce que l'année dernière, avec le Covid en FCS, ils ont quasiment pas joué. Cette année, il y a eu une petite blessure, du coup, saison s'est arrêtée plus vite. Et puis, bah, en tant que junior et tout, en tant que freshman, il jouait pas du tout à ce poste. Donc, je pense que c'est un gros prospect avec un gros, gros potentiel et qui sera sûrement utilisé uniquement en tant que SAM pour ses capacités athlétiques qui sont élites au poste et pour un peu faciliter ses lectures. C'est un gros potentiel, mais tu pars avec quelques tapes qui sont très 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 rassurantes, mais quelques tapes au niveau FCS. Je pense que ça vaut le coup quand même d'aller chercher Tier 4 parce qu'ils réunissent les qualités athlétiques qu'on recherche dans un linebacker moderne. Il y a une possibilité, je dis bien une possibilité de pourquoi pas l'inclure sur quelques jeux en attaque, genre en tant que QB ou running back, parce qu'il parle vraiment très très bien le ballon. Mais c'est pas l'idée, hein, c'est pas l'idée de base, on va dire. C'est selon moi qui dit c'est possible. En special team, il sera une valeur, à mon avis, sûre. Donc, si tu le prends derrière une paire de linebackers qui est expérimentée et que tu lui donnes un an, peut-être un an et demi, tu vois, pour se mettre, pour apprendre, attention. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très très intéressant avec Troy Anderson.
Maintenant, il y a quand même des gros red flags, quoi. Donc, à voir. Il y a vraiment cette balance de gros red flags, surtout au niveau de l'expérience et du niveau. Mais tu as ces gros potentiels de l'autre côté. Du coup, si tu fais un petit mix des deux, bah, c'est tier 4, tier 5, quoi. Mais ça vaut le coup. Encore une fois, je pense que ça vaut le coup. Ouais, tu vois, moi je suis beaucoup moins hypé sur le joueur. Comme tu l'as dit, en fait, je le vois vraiment comme une menace en special team. Il a un vrai rôle, je pense, à jouer en special team, mais je le vois vraiment pas réussir en NFL. Il part de trop loin, en fait. Il y a trop de. Comme tu dis, en fait, les red flags qui sont là, ils sont vraiment énormes. Après, le potentiel, il est là aussi, mais en fait, on parle d'un joueur qui est déjà senior. Il a, comme tu dis, 2 ans d'expérience au niveau FCS. Tu regardes sa ligne de stats, il est à 11 plaquages pour un linebacker. Tu sais, Ouais, c'est. mais parce qu'il a pas joué. Il a joué 4 matchs, un truc comme ça. Ah ouais, mais justement, tu Mais vois. oui, je suis d'accord, je te comprends, mais genre juste sur ce qu'il a fait, il a été monstrueux. C'est ça qui est dingue, tu vois. C'est ça qui me tape dans l'œil. Alors moi, je m'y Ah, connais mais ça. beaucoup moins en ça linebacker que toi, mais quand tu regardes ce qu'on a sur notre tiers, 4, 5, 6, franchement, bah, je le tente, hein. Ouais, Tu ouais, sais, toi quand tu tu le arrives au tentes parce tour que 4-5, tu peux te tu vois permettre des vraiment les folies. flashs, tu vois vraiment les flashs d'athlétisme et tout. Pour moi, tour 4-5, t'es encore. Putain, ouais, non, je sais pas. Moi, je suis pas aussi hype que. Parce que je vois que j'ai aussi vu pas mal de mecs en parler aux États-Unis, pareil, comme étant un sleeper, tout ça, avec énormément de potentiel. Hmm. Je suis pas aussi haut là-dessus. Je le vois plus comme un joueur gadget et les joueurs gadget, j'ai tendance à les voir surtout en special team. Taper un 4e tour, un 5e tour pour un joueur de special team, ça me fait chier. Ça me fait chier, je te le dis. Après, je te parle pas d'aller taper le premier pick du 4e tour, tu vois, mais Non, tu non, non, bien prends évidemment. fin 4e, honnêtement, regarde, combien de 4e tours sont encore dans les équipes? Combien de 5e tours sont encore dans les équipes? Ouais, je... Il y en a pas des masses, hein. Enfin, moi, si je prends mon exemple de Green Bay, il y en a déjà, même à partir du 3e tour, il y en a plus des masses. Donc, si Ouais, on moi, je te pense, dis, si je on suis va le pas chercher aussi haut, tu 4e vois. tour, franchement, je serais content, tu vois. C'est un projet. Il faut le Ouais. voir comme un projet potentiel, mais qui dit potentiel projet, dit boomer bust, quoi. Ouais, Faudra pas ouais, mais faire les étonner. tu vois, par exemple, en projet, je préfère partir sur un projet Jojo Doman, par exemple. Ah, il a 25 ans, frérot, et Ouais. il va pas jouer. Donc, enfin, je pense qu'il jouera pas linebacker. Je pense qu'il sera peut-être plus sur un rôle de safety ou nickel, ce genre de choses. Enfin, bon, on soit un petit peu linebacker. Hum. Ouais, mais Mais sur les capacités athlétiques et tout, tu vois, je préfère partir là-dessus. Il a un peu plus de base qu'un Troy Anderson, mais après, je dis, après, je comprends ce que les gens lui voient. Moi, juste perso, je ah, suis pas aussi. après, dernière, tu vois, si je peux te demander, tu vois, Doman, il a 25 ans. Troy Anderson, il a 23 ans. Dans 2 ans, il aura 25 ans. Tu lui laisses 2 ans pour apprendre. Tu penses Ouais, que mais ça c'est vaut pas le pareil. coup? Et en fait, c'est pareil que pour Doman, c'est-à-dire que dans 2 ans, bah, tu auras d'autres joueurs comme lui, voire peut-être même encore plus freak athlétiques qui sortiront avec peut-être encore plus d'expérience. Moi, je Ouais, te dis, c'est une façon de voir les choses. Je sais qu'il y a des ok. gens qui jurent que par le potentiel et qui kiffent ça et qui draftent pour le potentiel. Moi, j'ai besoin quand même que le potentiel il soit mis en adéquation avec pas les stats, mais je sais pas, l'expérience que je vois sur le terrain. Tu vois, personnellement, moi, je suis pas aussi haut que beaucoup de gens sur Troy Anderson. D'accord. En tout cas, bah écoute, on verra, on en reparlera de toute façon Oui. le soir du live draft, on aura un peu plus de temps pour ça et on verra chez qui il atterrira. En tout cas, on avance dans ce tier 4 avec le dernier joueur de ce tier 4 pour la plus belle fac des États-Unis, la fac que tout le monde rêve euh, d'un jour défendre les couleurs de cette fac. Non, pas du tout, c'est Penn State. Fuck Penn State une fois de plus. Je suis vraiment désolé, les fans de Penn Big State. shout out to Grace. on on n'a rien contre vous, les fans de Penn State, mais vraiment, par contre, votre fac, qu'est-ce qu'on ne l'aime pas, c'est ouf. Et on va parler donc d'Ellis Brooks, linebacker, donc à Penn State, linebacker de 23 ans, 6'1", 235 pounds. Il a fait une jolie saison à 100 plaquages, un sac et une passe défendue. Et déjà, dans ses points forts, on peut noter déjà qu'il est ultra athlétique. Il a une bonne mobilité latérale, une bonne explosivité. Il est assez puissant pour sa taille avec un bon moteur. Il y a sa progression aussi d'année en année qu'il faut noter, qui est à mettre sur le devant de la scène un petit peu parce que c'est quelque chose qu'on espère voir continuer en NFL, bien évidemment.
Il a une très bonne poursuite. Il joue avec beaucoup d'agressivité. Ça se sent dans sa progression sur le blitz. Et en gros, Ellis Brooks, bah, il a tout ce qu'on recherche dans un linebacker moderne, hein, un petit peu. C'est vraiment un de ces gros athlètes qui sort de Penn State. Comme chaque année, on sait que Penn State, ils sortent quand même de bons défenseurs. Et donc, on espère voir Ellis Brooks continuer sa progression en NFL. Maintenant, voilà, Ellis Brooks, comme beaucoup d'autres joueurs dans les tiers qu'on aborde aujourd'hui, il a des points faibles. Il doit gagner en intelligence de jeu, que ce soit contre le jeu au sol ou à la passe. Il montre beaucoup d'hésitation et il croque facilement sur les play action dû à sa grosse agressivité. Il a un body control qui est moyen. Il a des bras qui se balancent beaucoup en couverture de zone. Et overall, il doit quand même être plus clutch. Il a fait une jolie saison statistique. Maintenant, je pense que vu les capacités athlétiques qu'il a, il aurait pu montrer bien plus. Ellis Brooks, on se dirige vraiment vers un linebacker de développement, mais qui a tout le package athlétique demandé en NFL. S'il n'avait pas ce package athlétique, ce profil athlétique, on se serait potentiellement dirigé vers plus un tier 6 qu'un tier 4. Mais voilà, on sait à quel point l'athlétisme est important en NFL, et lui, pour le coup, bah, il a toute la palette. Donc Ellis Brooks, à voir, à surveiller, garder un œil dessus. En tout cas, ça s'annonce être un joli projet. Je sais pas si Val, tu veux peut-être dire quelques mots sur Ellis. Non, très bien résumé. Et moi, j'aime assez bien bah, par cet athlétisme que tu as parlé et ce potentiel de linebacker moderne, quoi. Donc, à voir comment il se développe, mais j'aime bien. J'aime vraiment bien. Super. Du coup, on avance et on avance direct dans ce tier 5. On a perdu un petit peu de temps avec le débat Troy Anderson. Et Val, tu vas nous parler de Chance Campbell. Donc, qui mieux que toi, Val, pour nous parler de Chance Campbell, linebacker d'Ole Miss, qui a été lâchement jeté comme une chaussette par la fac d'Elio Balayette, Ah là, pas quelle présent honte! aujourd'hui. Mais au final, bah, toi, tu t'en es frotté les mains cette saison un petit peu, non? Ah, bah, clairement, c'est devenu notre capitaine de la défense et je dirais le deuxième meilleur joueur de notre défense derrière Sam Williams. Donc, c'est vous dire. Donc, incompréhensible que Maryland l'ait laissé partir. Ça me troue les fesses. Non, dis-le, ça te trouve le cul, on passe pas sur des trucs comme ça, d'accord? Tu vas respecter Eric Cartman. Voilà, ça me troue le cul. Voilà. C'est vraiment ni plus ni moins parce que quand vous regardez sa fiche de stats, 109 plaquages, 47 solos, 6 sacs, 2 fumbles forcés, 3 fumbles recouverts, 2 passes défendues. Et putain, quand même, hein, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de mecs qui arrivent à produire autant. Il a sauté la place de Laka Henry. Laka Henry, d'ailleurs, qui s'est fait sauter la place par Mark Robinson après, mais bref, ça, c'est un autre détail. Mais enfin, je veux dire, il s'est imposé vraiment en tant que patron, alors que quand il est arrivé, Léo, il m'a dit, ouais, il est bon. Ok, ça marche, frérot. Mais là, on parle pas d'un mec bon, on parle d'un des meilleurs linebackers de SEC, tu vois. Donc, voilà. 22 ans et demi, 6'2", 233 livres. Je le vois en tant que inside linebacker en 34, possiblement outside linebacker en 43 pour le run stop. Je le vois, enfin, inside linebacker aussi en 43, hein, 34-43, et voire en outside en 43. Donc je pense que c'est un athlète qui est correct, avec un très gros moteur, mais qui a juste ce qu'il faut pour pouvoir produire à haut niveau. C'est-à-dire que c'est un bon athlète, mais qui a juste le petit grain de flexibilité du haut du tronc qu'il faut, qui a juste ta petite accélération, le petit burst qu'il faut. Il y a vraiment juste ce qu'il faut pour, à mon avis, pouvoir performer en NFL, pouvoir performer, quoi, juste tout simplement, pas être un titulaire machin, mais vraiment performer. Euh, il a une belle explosivité dans les petits espaces. Il se montre très agressif dans le run-stop. Il est très bon dans la boxe, surtout au niveau de ses plaquages. Il est capable pour moi d'être un vrai playmaker. Bah, on atteste ses 3 fumbles forcés, ses 2 fumbles recouverts. Il est toujours très présent. Il a une bonne vision, tout ce qui est ball carrier, donc la vision par rapport à la balle, où est placée la balle, où se trouve la balle. Il est très bon pour se défaire des blocs. S'il se retrouve vite au contact du joueur, si il se retrouve vite au contact du joueur, pardon, car il manque un petit peu de longueur de bras et peut se faire contenir. Ça, c'est un petit peu embêtant. C'est un peu ce que je lui ai reproché. C'est pour ça qu'il a beaucoup de plaquages en assist. Il faudra qu'il travaille un petit peu ses moves pour se défaire des blocs. C'est un joueur qui, je pense, est très intelligent, qui a de gros instincts.
qui est capable de se démontrer décisif sur des pertes de balles, comme je dis tout à l'heure, mais aussi devenir sac et QB. Il est capable de bien défendre en couverture de zone, beaucoup moins en man par contre. Dû à un plaquage radius, par contre, un petit peu faible, il peut rater des plaquages, comme je dis, dans l'open field. Ça manque un petit peu de puissance sur le haut du corps. On atteste ses problèmes pour se défaire des blocs. Je pense que c'est un joueur de rotation, possible titulaire s'il tombe dans des squads de linebacker assez faibles. Je pense qu'il peut produire à haut niveau, peut-être être une petite surprise, mais ça peut être ça peut être ce genre de joueur qui est juste bon en fait, vraiment qui est bon, qui va te faire des stats et tu vas te dire en fait je veux le garder dans mon équipe parce que qu'il soit titulaire ou dans la rotation, c'est un joueur que je veux quoi, parce que il peut me servir en tant que titulaire parce qu'il sera pas dégueulasse, mais il peut être très bon dans ma rotation. Donc à mon avis, s'il arrive vraiment à step up pour la NFL, je serais vraiment pas surpris de le voir jouer à tous les matchs, prendre des reps à tous les matchs dès sa première année, peut-être pas en tout début de première année, mais allez, je sais pas, dès la mi-saison, quoi. CF Alex Anzaloni. On te voit vachement dithyrambique, Val, avec Chance Campbell, mais comment du coup t'expliques qu'il tombe dans notre tier 5 et que tu ne l'aies pas mis un petit peu plus haut Bah, comment dire? C'est, c'est, tu vois, c'est un mec qui est juste au-dessus de la moyenne, qui est bon, mais qui n'a pas non plus ce qu'il faut pour devenir très bon. Je vois très peu de marge de progression. Et ça sera un mec qui sera bon aussi selon là où il tombe, selon là où il est placé. C'est pas un mec que tu mets n'importe où et il sera bon, tu vois. C'est pas je sais pas, un Devin White ou quoi. C'est pas un mec que tu mets n'importe où. Euh, c'est plus son problème de vraiment de marge de progression. Je pense qu'il en est pas loin. Je pense qu'il est pas loin d'aller avoir atteint, même si je pense qu'il a montré vraiment une très très belle saison à Ole Miss. C'est ce petit truc, le step-up pour la NFL, tu vois, c'est encore un autre monde. Être très bon en college football, être un linebacker très bon, c'est quelque chose de très louable. Mais vraiment, le step-up au-dessus, surtout, je trouve, en défense, c'est bien plus dur que celui en attaque. Donc, j'émets des réserves. Après, je le connais bien, c'est un joueur d'Ole Miss. J'émets aussi toujours des petites réserves parce que je les vois autrement, je les vois plus, mais je suis peut-être un peu trop enthousiaste par rapport à eux. Euh, Voilà, je pense que c'est pas non plus. Mais tu vois, ça me choquerait pas de le voir tier 4. Ça me choquerait vraiment pas de le voir tour 4. Mais ça me choquerait pas de le voir tour 6, tu vois. Par contre, ça me choquerait qu'il soit pas drafté. Là, par contre, ce serait un scandale. Mais après, tu sais, c'est la draft, hein, donc. Ok, très bien. J'entends bien tes arguments. Du coup, avançons, Val, avançons, et tu vas rester avec moi au micro, puisque cette fois-ci, tu vas nous parler de DeMarco Jackson, linebacker d'Appalachian State, et comment on pourrait le décrire si ce n'est un buffle, un cube buffle. C'est la meilleure des fusions. Tu vas essayer de nous décrire un petit C'est peu ce ça. que c'est DeMarco Jackson. Donc, je te laisse y aller, Val. C'est marrant. Déjà, il est un petit peu âgé, il a 24 ans, c'est un 6'1", 235 livres, mais quand tu le vois, le mec, il a un haut du corps, mon pote, c'est vraiment un, putain, mais c'est un frigo, quoi. Et puis ça bouge pas, hein, c'est vraiment un frigo en acier. T'as à l'époque où tu pouvais te cacher dedans s'il y avait une bombe nucléaire qui tombait. C'est vraiment, c'est un cube, quoi. C'est ni plus ni moins un cube. Je pense que c'est un bon athlète qui est vraiment très puissant, du coup, sur le haut du corps, avec un bon footwork. Il a une bonne panoplie de moves pour se défaire du bloc. C'est un très bon plaqueur, un peu un inside linebacker à l'ancienne, compétiteur dans l'âme, capable d'être impactant dans la boxe et peut même se montrer impactant en blitz. Il est un peu en progression dans ce secteur de jeu depuis 2020. Il a un manque par contre de puissance dans le bas du corps et de fluidité dans les hanches. Son manque de puissance dans le bas du corps, déjà, elle se voit, physiquement, ça se voit, tu vois, c'est visuel, il est beaucoup plus, comment dire, fin sur les cuisses, etc., que sur le haut du corps, où tu vois que le mec est bien plus costaud en haut. Son manque d'agilité peut aussi le restreindre dans son habilité à être un playmaker. Donc, quand on vous parle de haut du tronc, que le mec il est cubique, ça bouge pas, hein, c'est vraiment tout droit. Il n'y a aucune possibilité de flexitude, non, de flexibilité, de flexitude. Voilà. Bref, très peu de compréhension Tranquille, du jeu. tranquille. Parfait, qu'on ne dira rien, la flexitude. Hashtag flexitude.
C'est sûr, il y en a qui vont sortir ça hashtag Flexitude. Putain, je vais me le prendre dans la gueule. Très peu de compréhension du jeu contre la passe, malgré ses bonnes stats qu'il a eu tout au long de sa carrière, parce qu'on en a parlé un petit peu avec Ryan juste avant l'épisode. Là où vraiment où je me fais mon point de vue sur son jeu à la passe, ça a été au bowl contre Western Kentucky. Donc Western Kentucky, c'est Bailey Zappe, Jared Stern, c'est l'air raid de Western Kentucky. Ça a été une catastrophe, mais il était complètement du père. Il comprenait pas, il avait du mal à comprendre les routes. Donc son IQ en zone, bah, tu te demandes un petit peu, enfin voilà, tu te demandes si vraiment les passes qu'il a défendues en carrière, enfin, si c'est dû à son intelligence ou pas, parce que je n'ai pas vu d'IQ. Par contre, il est capable de défendre contre la passe, mais sur du petit zone drop, mais c'est hyper inconstant. Enfin, franchement, ok, il a les stats, mais moi, je partirais vraiment pas sur un mec qui est capable de défendre à la passe. Qu'il arrive à descendre un petit peu voilà, pour jouer sur des petites covers, ok, d'accord, mais vraiment pas plus, vraiment pas plus. Ça manque vraiment beaucoup trop de fluidité dans les hanches, etc. Ça manque, pour moi, d'IQ. Et du coup, bah, ça en fait pas un joueur capable vraiment d'être complet, de défendre à la passe. Donc moi, je le vois vraiment comme un linebacker à l'ancienne, comme je vous ai dit, early down, premier, deuxième down. Pourquoi pas sur troisième tentative, troisième et courte, s'il y a un petit drop zone. Pourquoi pas, mais c'est un joueur assez intéressant quand même. J'ai hâte de voir comment il va produire en NFL parce qu'il y a quand même 119 plaquages cette saison. J'ai pas les plaquages solo, mais bon, déjà même avec des assists déjà pas mal. Il y a 6 sacs, un fumble forcé, une inter et 5 passes défendues. Donc voilà, c'est Appalachian State. Ça n'a pas joué non plus des surcracks. À voir la transition vers la NFL à son grand âge, si je peux dire, à 24 ans. Très bien, merci pour ce joli scouting report de DiMarco Jackson, le frigo sage doté de la flexitude. Du coup, après, après avoir parlé d'un joueur qui galère un petit peu en couverture, on va passer à son opposé, sa némésis, puisqu'on va parler cette fois-ci de Brian Asamoah, le second linebacker d'Oklahoma. Et cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle, et non pas Valentin Balayette. Donc, Brian Asamoah, il est émargé à 6'1", 228 pounds. Il sort une jolie saison puisqu'il est à 80 plaquages, 1 sac et 2 fumbles forcés. Et déjà, ses points forts, c'est, comme je vous l'ai dit, sa bonne capacité en couverture et son gabarit léger. Son gabarit léger lui permet notamment de drop très rapidement dans sa zone. Et quand je vous dis très rapidement dans sa zone, c'est très rapidement dans sa zone. C'est un bon athlète, il va vite, il est explosif au démarrage, mais voilà, sur cette position de linebacker, il semble manquer de force et surtout de puissance. Ce que j'aime bien moi chez Brian Asamoah, c'est qu'il est très volontaire. Il se cache pas sur le terrain. Il joue son jeu à fond et parfois il se fait même déboîter complètement parce que voilà, dans son assignation, il est écrit qu'il est censé être là et prendre un lead blocker ou tenter de faire ci ou ça, il y va. Sauf que le problème, c'est que vu son gabarit, des fois il tombe sur plus fort que lui et je vous dis, des fois il se fait vraiment monter en l'air. Mais bon, moi j'adore ça, les joueurs volontaires qui vont, qui se cachent pas, c'est quelque chose qui moi personnellement font gagner des points chez les joueurs. À côté de ça, il a une bonne poursuite, même s'il a tendance à arrêter de jouer quand il voit le porteur de balle qui est déjà entouré par ses coéquipiers. Ça, c'est quelque chose qui, par contre, chez moi, me fait perdre un petit peu des points. C'est même si le porteur de balle il est entouré par tes coéquipiers, va au plaquage parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc ça, j'ai noté un petit attention, un petit panneau careful à côté. Maintenant, dans ses points faibles, comme je vous ai dit, il est léger. Il est léger, et du coup, il a énormément de mal à lutter face au bloc des O-line sur les jeux de course. La technique de plaquage est à revoir complètement. Il arrive en fait trop souvent comme un espèce de chien fou. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vous savez, ces joueurs qui arrivent complètement à fond, n'importe comment. Et du coup, forcément, ils ratent des plaquages qui sont parfois vraiment très simples. J'ai plus le match en tête. Je sais plus quel match joue Oklahoma
où vraiment le porteur de balle vient de se faire taper une première fois et du coup arrêté. C'est-à-dire que ses jambes sont arrêtées, il est sur place et en fait là tu vois Brian Asamoah passer à côté genre et il rate complètement son plaquage. C'est le genre de truc qui arrive souvent. Il doit améliorer son premier pas quand il lit le jeu. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est dit et redit sur ses linebackers, mais c'est vraiment quelque chose qui est important. Sur ton premier pas, tu dois être capable d'analyser un jeu si tu veux avoir un avenir en NFL. Il a une vision de jeu qui est mauvaise, il se laisse trop avoir sur les jeux feintés, donc les play action, les draw play, et en fait je pense que c'est sûrement dû à sa bonne vitesse, parce que vu qu'elle lui permet de se remettre dans le jeu quand il croque à la feinte, bah, je pense qu'il n'a pas vraiment travaillé sur ça. Par contre ça sera plus le cas en NFL, donc il faut qu'il soit plus patient. En définitive, moi, Brian Asamoah, le problème que je lui trouve, bah, c'est juste qu'il est mis à la mauvaise position, comme ça a été beaucoup trop le cas au Oklahoma avec trop de joueurs. On a parlé de Perion Winfrey qui jouait nose tackle alors qu'il n'a absolument pas les qualités. Bah, Brian Asamoah, c'est pareil. Je pense qu'il aurait énormément à gagner sur une reconversion en safety parce que déjà il a l'athlétisme pour et ça lui faciliterait son jeu au niveau du run support. À côté de ça, bah, il aurait moins à gérer les décrochements de O-line et tout, donc ça rendrait en fait ses points faibles un petit peu moins visibles. Et comme je vous dis, il a vraiment les qualités athlétiques pour pouvoir le faire. Il est vraiment très fort en prise de zone, donc en fait, je ne comprendrais pas pourquoi on le laisserait linebacker, à moins d'essayer d'en faire un truc un petit peu hybride, mais on a vu ces dernières années que ça marchait pas réellement, les mecs en NFL n'arrivent pas à utiliser ces profils-là de linebacker hybride. Donc, à voir. Moi, en tout cas, Brian Asamoah, je suis vraiment pas convaincu en tant que linebacker et ça m'étonnerait qu'il reste linebacker à plein temps en NFL. Peut-être linebacker sur certains packages, des packages en nickel, en 3-3-5 ou ce genre de choses. Mais en tout cas, à l'instant T, je lui vois aucun avenir en tant que linebacker en NFL. J'ai rien à rajouter. Génial. Et bah du coup, on avance. On va aller sur le prochain joueur. Le prochain joueur qui est adoré des fans de mythologie, puisqu'on va parler de Merlin. Merlin Robertson, linebacker d'Arizona State. Et c'est toi, Val, qui va t'en charger. Donc vas-y, présente-nous Merlin, fils Pendragon extraordinaire. Merla l'enchanteur qui nous a enchanté pendant ses 2 premières saisons à Arizona State, mais comme beaucoup de joueurs à Arizona State qui n'a eu aucune progression. C'était un crack en tant que freshman et en sophomore, et il a complètement disparu sur ces 2 dernières saisons. Donc bon, entre-temps, tu as eu la saison Covid, mais il y a quand même eu des matchs, et il n'a vraiment pas été au rendez-vous. Et cette année, mis à part 3 inters, bah, en niveau sac et fumble forcé, ce qui faisait sa force surtout en tant que freshman et sophomore, il a complètement disparu. Donc cette saison, bah, c'est 64 plaquages, dont 30 solos, 3 inters, dont un TD et une passe défendue. Donc c'est vraiment pas ce qu'on attendait de lui. Alors j'ai essayé de vous redonner des stats qu'on avait. 2018, et 77 plaquages, 48 solos, 5 sacs, un fumble forcé, une inter. En 2019, c'était 74 plaquages, 36 solos, 2 sacs, 3 fumbles forcés, une inter. Donc vous voyez, c'est vraiment au niveau des stats, on a vraiment baissé. Et c'est pareil sur tous les joueurs d'Arizona State, que ce soit au poste de QB, que ce soit au poste de corner que vous verrez sur l'épisode d'après avec Chase Lucas. Enfin, c'est que de déception sur les joueurs d'Arizona State. Ceci dit, 6'3", 240 livres. Moi, je le vois uniquement en tant qu'outside linebacker en 43. Je trouve qu'il a des bons instincts en zone cover, ajouté à une bonne agilité dans ce secteur de jeu. Il a montré de bons flashs contre la course. Il est capable de sortir facilement d'un bloc et de plaquer propre, mais ce sont uniquement que des flashs. Comme je vous ai dit, c'est un grand espoir. Zéro progression en 5 ans. Inside linebacker en freshman. Zéro sac sur ces 2 dernières saisons. A perdu en production sur les plaquages. Athlète plus que moyen avec un moteur moyen. Inconsistance à tous les niveaux, que ce soit son QI, son jeu contre la course ou la passe, son moteur, tout est inconsistant chez lui. Donc maintenant, pardon, est-ce que c'était un problème, je sais pas, de coaching? Est-ce que c'était un problème d'assignement? J'en sais rien, mais parce que tu te dis, c'est pas le seul à pas avoir progressé, c'est pas le seul à avoir régressé au niveau statistique et même un peu au niveau du jeu.
Donc, est-ce que c'était pas un peu le problème du coaching staff ou je ne sais quoi, ou des schémas? Donc, il y a toujours ce petit truc, tu te dis, allez, peut-être que tu as un GM qui va forcément se dire, ah, moi, je peux bien faire jouer, tu vois, moi, je peux le mettre quelque part. Mais je pense que ça dépassera pas le joueur de rotation, Merlin Robertson. Et ça a été assez dur, franchement, même Chase Lucas, pour vous parler de lui, ça a été vraiment très dur à scout. C'est assez compliqué. J'ai regardé beaucoup de tapes de 2019-2020 et de 2021. C'est pas le même joueur. Donc, c'est un peu. Je crois que c'est un des premiers joueurs où là où je vous dis où vraiment, je suis vraiment pas sûr, quoi. C'est vraiment. Je ne sais pas. Ça peut devenir un titulaire correct si on arrive à lui mettre un assignement qui lui convient mieux. Mais pour moi, ça dépasse vraiment pas le genre de rotation. Et voilà, il y a rien qui me dit que ce mec-là va réussir vraiment en NFL. Donc c'est pour ça que je l'ai placé tier 5. Ok, ça s'entend. En tout cas, Arizona State plutôt. Ouais, c'est vraiment un truc où les joueurs qui ne progressent plus et qui parfois même régressent, c'est vraiment un truc qui fait chier. Qui fait chier honnêtement pour des mecs comme nous qui font le college football et qui aimons scouter des joueurs parce que bah, en fait, il y a des mecs voilà, comme Merlin où on comprend pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, Oklahoma, c'était pareil. C'est des choses qui nous rendent ouf en fait quand on voit le talent que peuvent avoir des jeunes. Et donc, ouais, comme le dit Val, je suis assez d'accord avec lui. C'est une grosse interrogation pour la NFL. On verra bien son développement, on verra où il tombe, on verra comment il sera utilisé. Mais en tout cas, à l'instant T, il n'y a rien qui nous dit que le mec pourrait être ne serait-ce que titulaire correct en NFL, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage, surtout quand on voit ces 2 premières années. On avance, Val, on avance avec notre dernier linebacker de ce tier 5 et là on va parler de Nefi Sewell. Alors Nefi Sewell qui fait partie de la fratrie des Sewell, frère de Penny et de Noah je crois. C'est Noah le troisième frère Sewell, je sais même plus. Je crois. Donc petit frère de Penny Sewell, linebacker à Utah et petit gabarit, il est à 6 pieds de haut, 228 livres. Il a fait une saison correcte, hein, 89 plaquages et une interception dans la belle défense de Utah. Et à noter déjà, c'est un bon plaqueur. C'est un bon plaqueur. Il est volontaire et il est acteur contre la course. Il n'est pas passif. Quand je dis qu'il est acteur, c'est qu'il n'est pas spectateur à poser ses pieds flat foot et à attendre de voir ce qui se passe. Il se bat contre les blocs malgré un petit gabarit. Il possède un punch qui est correct. Il est assez agressif. Ça tend bien ses bras pour essayer de garder le bloqueur à distance, malgré bah, voilà, ces petits segments. Forcément, quand on fait 6 pieds de haut, bah, on a des bras un petit peu plus petits que des joueurs qui sont à 6,2, 6,3. Donc, en tout cas, il se bat bien. Il est vraiment actif et c'est quelque chose qui est à mettre à son palmarès parce que ça se voit. C'est pas le genre de choses qu'on peut voir souvent. Je lui ai noté aussi une bonne prise de zone. Il a l'athlétisme pour couvrir correctement en zone. Il est très souvent au bon endroit et capable d'intervenir pour au moins éviter les yards after catch. Maintenant, avoir contre de la man en NFL, on sait que les athlètes, que ce soit running back, tight end ou même parfois slot, c'est pas les mêmes animaux en college football et en NFL. Donc à voir s'il sera capable de le faire en man. En tout cas en zone, franchement, je pense qu'il n'y aura aucun souci même en NFL. Maintenant, dans ses points faibles que je lui ai notés, un truc qui est très inquiétant pour moi, c'est sa lecture. Lecture à travailler, il se fait souvent emmener par les jeux feintés type play action ou draw, et il met beaucoup trop de temps à lire sur les jeux plus classiques. Attention aussi à son envie de faire le pompier, c'est-à-dire de vouloir vraiment rattraper les erreurs de tout le monde, parce que ça l'amène parfois à être en over-poursuite. Les gens qui savent pas forcément ce que c'est une over-poursuite, c'est bah, le moment où le défenseur descend sur l'attaquant pour venir au plaquage, mais a tendance à être un petit peu trop en avance parce que bah, il met trop de vitesse en pensant que le joueur en face est plus rapide. Et c'est à ce moment-là où en fait le running back va cutter, prendre le cutback, c'est-à-dire partir dans une autre direction ou à l'opposé. Et en fait, c'est à ce moment-là où les joueurs se font avoir. C'est le genre de truc qu'on peut voir un petit peu avec Nefi Sewell. Donc faire attention à cette envie de faire le pompier et ces over-poursuites. Faut faire attention à ne pas laisser le cutback ouvert parce que pareil en NFL, encore une fois, pas les mêmes athlètes. Si tu laisses un cutback ouvert, tu peux très rapidement te prendre un gros TD big play. Donc en tout cas avec tout ça on part plus sur un profil moi je pense d'outside linebacker en 43, voire peut-être d'inside linebacker en 34, mais je partirais vraiment plus sur un profil d'outside linebacker sûrement Will
en 43. C'est un joli projet à développer vraiment. C'est très correct pour défendre la course et c'est plutôt bon contre la passe. Il a un bon athlétisme. C'est typiquement le genre de joueur en fait qui pourrait solidement évoluer en pro s'il réussit à bosser sa lecture, qui à l'instant T reste, je pense, sa plus grosse faiblesse. En tout cas, ouais, c'est vraiment le genre de petit projet à développer ouais, allez, même pas forcément fin de cinquième tour, tout le cinquième tour, sixième. S'il est là encore en septième, bah amen, prends-le, tu vois. Et c'est le genre de mec que tu vas essayer de développer, t'essayes d'améliorer sa lecture. Et je pense que ouais, à terme, déjà, il va rentrer dans ta rotation et à terme, pourquoi pas avoir peut-être un petit titulaire sur le tard, quoi. Mais en tout cas, moi, j'aime bien l'impression que j'ai après avoir fini de scouter Nefisuel. C'était une bonne impression. C'est cool. Je sais pas ce que t'en penses, Val. Ouais, ouais, bah, quand j'ai écouté Devin Lloyd, c'est un peu ce que j'ai vu aussi. Globalement, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que tu as très bien résumé, donc j'ai rien à rajouter de plus. Ok, super. Bah, du coup, on rentre dans notre tier 6. Tier 6 qui comporte trois joueurs et Valentin, tu vas commencer en nous parlant de John Ross de l'université du Michigan, comme disent nos amis canadiens. Donc John Ross, 22 ans, 6'2", 230 livres. Il fait une belle petite saison quand même parce qu'il a 106 plaquages, 0,5 sacs et 2 passes défendues. Donc vas-y Val, je te laisse nous présenter John Ross. Ouais, 6'2", 230 livres. Je pense que ce sera un Mike en 34. Je pense qu'il a vraiment ce qu'il faut pour jouer Mike. Très bon profil athlétique, une bonne explosivité, vitesse, mobilité latérale. Je trouve qu'il identifie assez rapidement les jeux au sol adverses et grâce à son athlétisme, bah, il attaque très très bien et très rapidement la boxe. C'est un bon plaqueur, ce que j'ai pu notamment voir au Shrine Ball. Sur la couverture de zone, il a les hanches et la mobilité pardon, nécessaire pour drop back et défendre la passe, donc c'est assez intéressant. Par contre, bah, son manque de flexibilité et d'agilité l'empêche d'être un playmaker et de réaliser des big plays. Son radius au niveau de son plaquage se retrouve impacté et son nombre de sacs aussi, 0,5. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Je pense que c'est encore une fois un inside linebacker un peu à l'ancienne, très bon au college football, mais qui n'a pas cette flexibilité du tronc nécessaire pour performer en NFL. Par contre, il a quand même cette petite capacité athlétique pour défendre qui reste assez intéressant pour une rotation. Je pense que le mec il sera pas trop du père s'il est mis sur le terrain, voilà, en tant que remplaçant ou quoi, s'il y a une blessure ou quoi. Mais ça s'arrête là. Alors, pourquoi j'ai mis tier 6 et peut-être pas tier 5? Je, je trouve, comment dire ça? Je trouve il a cet impact vraiment sur le jeu au sol, mais il aura pas le même impact en NFL parce que je sais pas, c'est vraiment le poste de linebacker est tellement en train de changer en NFL que j'ai de plus en plus de voir ces mecs-là performer s'ils ont vraiment pas cette capacité à pouvoir avoir une bonne mobilité latérale, ce genre de choses. Si vraiment tu as un tout droit et que tu as un impactant tout droit sur des beats, sur du run stop et tout, genre très bien, tu vois. Mais tu vas jouer quoi? Tu vas jouer un down, deux downs, c'est tout. Et encore une fois, donc certes, il y a encore beaucoup de joueurs qui sont comme ça, un peu le linebacker à l'ancienne, mais les GM cherchent de plus en plus à trouver des gars, même peut-être plus tard, des mecs peut-être un peu moins bâtis pour le poste ou voir des safety et les passer en linebacker parce que bah, ils seront plus à même à défendre la passe. Donc voilà, je pense que quand même parce que j'ai quand même vu des bonnes entrées sur les jeux au sol, beaucoup d'explosivité. Donc sur early down et en tant que rotation, je pense que ça peut quand même être pas mal. C'est un peu un mec un peu sous les radars, si on peut dire. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur lui. Ouais, je suis assez d'accord. Donc à voir lui aussi comment il va se développer et où il atterrira pour avoir peut-être cette chance de performer en NFL. En tout cas, à l'instant T, comme tu le dis, c'est surtout un joueur qui vole en dessous du radar. John Ross étant fait, il nous reste deux joueurs et cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle et on va parler d'un joueur qui, bah déjà, je tiens à vous le dire, je l'aime pas. J'aime pas ce que j'ai vu de lui. Donc on va parler de Zacoby McClain d'Auburn. Joueur qui, quand j'ai vu sa fiche de stats à 95 plaquages, 2 sacs et 6 passes défendues,
J'en attendais pas mal. Je me suis dit, ok, ça c'est sûrement sexy. Ensuite, je vois ses mensurations. Je vois que c'est un linebacker, donc 6 pieds de haut, 219 livres. Gabarit léger. Je me dis, ça explique peut-être ses 6 passes défendues. Donc, je commence à regarder. Je commence à regarder un petit peu. Je me dis, c'est peut-être un profil un peu athlétique, peut-être un diamant brut et tout. Et en fait, bah non. C'est-à-dire que dans ses points forts, j'ai noté, ouais, bon athlète. Il a une belle capacité à couvrir des running backs en man. Il n'est pas non plus en galère face à des slots lents. J'ai bien noté lent. Et voilà, ça résume les points forts du bonhomme. Dans ses points faibles, j'ai noté déjà le point qui m'a, je pense, le plus énervé avec McLean, c'est sa nonchalance. Dès les premières tapes, et vraiment, je vous dis, hein, c'est dès les premières minutes de la première tape que j'ai vue, j'ai pu le voir ralentir quand un coéquipier était proche du porteur de balle. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un coéquipier qui est en train de faire le plaquage. Non, il a commencé à ralentir parce qu'il a vu que son pote se rapprochait du porteur. Ou alors de ne pas faire sa poursuite à fond quand il voit le joueur à 10 yards de lui, à un peu plus de 10 yards, qui part dans une direction opposée à lui, il se dit non, flemme. Donc je trouve ça un petit peu, comment dire, à la limite de l'inacceptable quand on voit l'athlète qu'il est. Bon, enfin après, chacun voit ce qu'il veut dans les joueurs, hein. Moi personnellement, c'est le genre de truc qui fait que déjà, si j'ai une défense, tu joues pas. Juste sur un truc comme ça. Ensuite, j'ai noté qu'il était désastreux quand il était engagé dans un bloc, que ce soit sur jeu de course ou même passe. Il se fait mais pancake dans tous les sens. J'ai envoyé des images même sur le. J'étais en train de faire mon scouting, si vous voulez toute la vérité. J'ai envoyé des images à Val parce que je dis non mais c'est pas possible. Le mec il se faisait jeter dans tous les sens. C'était une catastrophe. Ensuite, j'ai noté qu'il semble parfois perdu dans ses prises de zone. C'est-à-dire qu'il est dans une zone à peu près sur le terrain, mais il sait pas. Il va à gauche, à droite. Il y a des joueurs qui passent devant lui, il les suit pas. Ensuite, j'ai noté attention à ses descentes en poursuite parce que les angles ils sont pas bons. Il se retrouve souvent à devoir plaquer en étant sur la mauvaise hanche. Qu'est-ce qu'il fait en tier 6? Non, mais il se retrouve en tier 6 parce que c'est un vrai athlète, gros. Mais attends, on va finir. Donc il se retrouve à devoir plaquer en étant sur la mauvaise hanche et il rate des plaquages à cause de ça. Et pareil, j'ai envoyé des vidéos à Val parce qu'il y en a certains, c'est vidéo gag, c'est genre il passe à côté du mec qui va éclater un de ses propres coéquipiers. Enfin bref, le football IQ il a travaillé absolument, c'est faible, c'est juste trop faible. Avec les limitations qu'il a, c'est impossible de le voir autrement qu'en Will Linebacker en 43. J'ai noté qu'on était clairement sur un joueur de rotation au mieux, sinon un joueur de practice squad ou d'équipe spéciale. Et c'est là où en fait je l'ai laissé dans le tier 6. C'est parce que je pense qu'en équipe spéciale, un bon débile comme lui, en fait, je l'envoie sur kick-off en numéro 5, voire numéro 4. Et en fait, je peux pas faire plus simple que ça, c'est-à-dire tu descends tout droit, tu gardes ton couloir, s'il y a des mecs en face de toi, tu les cartonnes. Et s'il y a un porteur de balle, tu essayes de le plaquer. Mais en fait, là, actuellement, je vous dis, s'il n'avait pas cet athlétisme qui lui permet, et je pense que c'est ce qui va se passer, lui permettre de jouer en équipe spéciale, je vous en parle même pas. Je pense que même dans le live draft, je vous en aurais pas parlé, quoi. Donc, franchement, Zacoby McLean, grosse déception. Mais je l'ai laissé dans ce tier 6 parce que, voilà, overall, on est quand même sur une saison à 95 plaquages. Il a 2 sacs, il a 6 passes défendues. Je lui vois quand même une belle capacité en man, en couverture. Sur des running backs, je lui vois il y a un bel athlétisme, donc je pense qu'il a des vraies choses à montrer en special team. Mais par contre, honnêtement, en termes de linebacker, c'est une catastrophe, le mec. C'est vraiment une catastrophe. Vidéo à l'appui, et je vous dis, ça nous a vraiment fait marrer le jour où j'ai fait le scouting, que ce soit Val, que ce soit Elio. J'envoyais les vidéos sur le groupe et on se tapait tous des barres sur Zacoby. Donc désolé, Zach, si tu nous entends, c'est pas contre toi, mais frérot. Un minimum, gros. Un minimum, là, c'était pas possible. Donc, sur ce, on avance pour notre dernier joueur du tier 6. Et Val va nous parler de Nate Landman du Colorado, des bons linebackers du Colorado. Qu'est-ce qu'on adore le Colorado dans ce podcast. Vas-y, Val, fais-nous plaisir. Ouais, 23 ans et demi, 6'3", 235 lisses, 63 plaquages, 45 solos, 1 fumble forcé, 4 passes défendues. Un inside linebacker bien blanc, bien Colorado. Et je me ferai plus avoir par ces mecs qui sont qui produisent beaucoup en college football, mais qui n'ont pas ce qu'il faut pour passer, pour step up en NFL. Coucou à Evan Weaver, que j'avais, le linebacker de Cal, que j'avais très haut il y a 3 ans. Si je crois que c'était il y a 3 ans. Donc je me ferais vraiment plus avoir par ces mecs-là.
Ceci dit, bah, je trouve qu'il a quand même des mains très puissantes et violentes parce qu'il aide bien à se défaire des blocs sur le run-stop. C'est une grosse machine à plaquage avec de bonnes poursuites. Malgré son manque d'athlétisme, il défend bien la passe en couverture de zone. Il a toujours une production assez correcte de ce côté-là. Entre 2 et 4 passes défendues par saison, de ce que j'avais noté, sauf bah, celle du Covid. Par contre, bah, il s'est fait le tendon d'Achille, donc il s'est pas déclaré pour la draft de 2021, donc c'est pour ça qu'il était resté un an de plus, mais il devait se déclarer pour la draft d'avant. C'est un athlète bah, qui est moyen sur tous les plans, sauf sur le moteur, il est là de A à Z, et sauf sur sa puissance naturelle. Par contre, il a des soucis de lecture, il met un peu de temps à comprendre ce qui se passe devant lui. Vous voyez qu'il y a quand même bien une bonne seconde où il percute. Donc, bah, forcément, malgré le fait qu'il puisse bien se défaire des blocs et tout, bah, il n'arrive pas à faire des gros plaquages pour perdre, ce genre de choses. Il n'arrive pas à être impactant, à être un gros playmaker à cause de ses problèmes de lecture. Donc en gros, bah, c'est un bon inside linebacker, bien blanc, bien Colorado de college football, mais qui n'a pas les traits athlétiques et un manque de vision pour la NFL. Donc je le vois vraiment en tant que backup, linebacker, early down. Et voilà quoi, pas plus. Vraiment pas plus. Et voilà, en tout cas, qui conclut notre épisode, notre deuxième épisode, notre deuxième partie sur les linebackers. Ça a été un plaisir à faire. Je pense que c'est un des postes où avec Val, on a à la fois le plus kiffé, le plus rigolé. On a eu quelques-uns, mais on adore les linebackers parce qu'on aime quand ça tape, on aime quand ça cogne. Et donc ça a été un plaisir à vous le proposer. Je pense que Val, tout comme moi, a quelques noms à vous citer. Donc voilà, de joueurs sur lesquels on reviendra sûrement lors du live draft. On a déjà un mec comme James Skalski de Clemson. C'est un profil que moi j'aime bien et je vous dirai pourquoi durant le live draft. Mais je pense que il suffit que vous regardiez un petit peu Clemson et vous allez vite savoir pourquoi c'est un joueur qui me plaît. Mais je pense que voilà, les limitations elles sont là en NFL et qu'il aura trop de mal à passer ce step. Donc je lui vois au minimum, au maximum, je veux dire, un rôle de joueur de rotation. On pourra en parler pendant le live draft. On a qui? On a Dee Winters de TCU, on a Mark Robinson d'Ole Miss. Ah, ça par contre, c'est un possible gros sleeper, hein, parce Ouais. qu'il a joué qu'une année en tant que running back, en tant que linebacker. Il était running back avant à Southern Mississippi. Et il a juste littéralement pris la place de Lakia Henry au poste à partir genre de, je dirais, allez, la mi-saison. Et il a genre eu vraiment une saison ultra impactante à partir du moment où il était sur le terrain. Donc c'est possiblement, quand je dis un sleeper, c'est vraiment, alors on parle de septième tour et sleeper pour être en rotation pour un mec qui a seulement un an de production en tant que linebacker. Mais c'est à voir quand même. Je pense qu'il se fera sa place. Pour rappel, on a des mecs comme Devin White qui à la base ont été recrutés pour être running back et face au trop plein de joueurs running back dans notre effectif a été replacé linebacker et on voit ce que ça a donné sous 2-3 ans. Donc quand vous parle de sleeper, c'est de ce genre-là. On a Tyree Johnson de Texas A&M qui a des choses à montrer aussi. Lakia Henry, justement, le troisième linebacker d'Ole Miss. Donc voilà, pourra vous en parler un petit peu plus durant le live draft. Je sais, il y a Malcolm Rodriguez d'Oklahoma State. Ouais. T'as Il y a Diego quoi d'autre? Fagot de Navy, outside linebacker, qui a fait un très bon Shrine Bowl et je crois qu'il a participé au drill du Senior Bowl, mais je suis pas sûr, donc j'ai mis une parenthèse, je suis vraiment pas sûr, mais au Shrine Bowl, il a vraiment été très bon. Après, t'as des mecs comme Avery Roberts, Dragon State, intéressant. T'as Mike Rose d'Iowa State, mais bon, qui est un linebacker vraiment à l'ancienne. T'as Darian Butler, c'est pareil, qui a eu très peu de production, enfin, qui a eu des petits soucis et tout, mais pourquoi pas? T'as Carlton Martial de Troy, Tyree Johnson, le gros débile, bof, honnêtement bof. Non, non, moi je voulais justement parler. Il est bien Non, débile. arrête. Ah oui, il est bien débile, oui. Ah bah oui, j'ai dit pour le live draft, on va pas en parler sur les premiers jours, hein, ça sera day 3. Bien sûr qu'il nous faut du bon débile pour animer. Oh, on parle de James Ah, Skalski, bien sûr qu'il nous faut du bon débile, merde. Mais ouais, c'est quand même un petit peu meilleur, Skalski, on va c'est bien dire, bien mais bon. meilleur, hein. C'était T'as vraiment. Olakunle Fatukasi de Rogers. Enfin, t'as des petits mecs voilà, qui seront des places dans des rotations, mais je vois pas de gros potentiel, tu vois, gros slipper, genre un mec qui sort de nulle part et Non, je pense vraiment que, comme peut-être tu l'as dit, il y a Mark Robinson qui a vraiment ce profil-là. Et peut-être Taki, JJ Russell de Memphis.
Ouais, Malcolm Rodriguez, comme j'ai dit tout à l'heure, où pour moi, je pense qu'il a peut-être vraiment une place à se faire pour le coup. Special Team, Yearly Down. Donc, à Ancien voir. wrestler, ancien lutteur en plus. Mais ouais, en tout On va cas, avoir au MMA dans 2 ans face je à te jure, Gregardi. je te jure, ma parole. Ah, il y a Je- Colin. je- Comment ne pas parler de Colin Schooler? Texas Tech. euh, Gros je t'avoue, linebacker bien blanc. j'ai pas Ah, regardé gros. Texas Tech cette année. Si Cam, notre ami Cam, il nous écoute, Colin Schooler, linebacker bien blanc à l'ancienne. Incroyable. Incroyable. Non, mais voilà. Enfin, il y a pas, en tout cas, il n'y a pas de. Il y a Grant Morgan d'Arkansas, mais Grant Morgan qui avait fait une sacrée saison, enfin qui a fait 2 grosses saisons d'ailleurs, mais enfin voilà, rien qui sort, tu te dis peut-être. Il y a vraiment, tu te dis ouais, ok, ça sera au mieux de la rotation, quoi. Mais voilà, en tout cas, ouais, il y a, comme sur toutes les autres positions, il y a encore des joueurs pour lesquels on sera là à vous parler lors du live draft. Donc notre travail n'est pas terminé, on a encore des grosses heures de scouting devant nous. Et le prochain épisode, Val, ce sera sur les cornerbacks. Alors celui-ci, messieurs, dames, je vous le dis, franchement, faites péter les likes quand il sortira, parce que quel enfer c'est de scout des Ouais. cornerbacks pour des tours bressons. C'est un enfer. En tout cas, nous, on essaiera de vous en parler de la meilleure des façons possibles, comme ça avait été le cas sur la première partie. Donc il nous reste cornerback et épisode sur les safety. On espère que vous passerez un très bon moment encore sur ces 2 épisodes avec nous et on vous dit au revoir et à la prochaine et on vous fait plein de bisous. Au revoir. Au revoir, ciao, moi, des bisous, je kiffe.